Alors, en grand 2 de ce chapitre sur l'affirmation de l'État, nous voyons l'État royal face aux contestations religieuses et politiques, en commençant d'abord par le PPO sur l'édit de Nantes et sa révocation. Alors, l'édit de Nantes est daté de 1598, donc sous le règne d'Henri IV, et sa révocation en 1685, sous le règne de Louis XIV. Donc là, on va traverser un siècle en évoquant les contestations, les difficultés religieuses suite à la réforme protestante et à l'expansion d'une branche du protestantisme en France au XVIe siècle. Donc là, je vous renvoie au chapitre précédent sur la réforme. Et donc, le royaume de France est marqué par d'importantes guerres de religion. Donc cette période, c'est des guerres de religion vraiment en France, elles s'étendent de 1562 à 1598 qui connaissent leur apogée avec le fameux massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572. Cette nuit-là, les protestants sont traqués, ils sont massacrés dans la ville de Paris pendant la nuit sur ordre du roi. Alors c'est toute une histoire. Beaucoup de protestants étaient venus en fait à Paris pour célébrer le mariage du futur Henri IV, qui n'était pas encore roi, avec Marguerite de Navarre. Et vous avez la reconstitution du massacre de la Saint-Barthélemy dans le film La Reine Margot, dont je vous ai mis le lien YouTube sur le cours. Alors, suite à ces guerres de religion, Henri IV donc, devient roi, prend le nom justement d'Henri IV en 1589, donc fin du XVIe siècle, après une succession de règnes très courts qui sont marqués justement par la faiblesse de l'autorité royale, puisque quand un roi règne très peu de temps, eh bien l'État, la monarchie, l'autorité du roi s'affaiblit. Le personnage du futur Henri IV, donc qui s'appelle Henri de Navarre, est lui-même impliqué dans le conflit, dans les guerres de religion, puisqu'au départ, c'est un chef protestant. Il a été forcé de se convertir au catholicisme après justement ce massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Et quand le roi précédent, le roi Henri III, est assassiné, il devient le seul légitime successeur et monte sur le trône avec l'intention de rétablir la paix religieuse. Et pour retrouver une autorité royale forte et reconstruire son royaume, dont l'économie est aussi très affaiblie par les guerres, il décide de promulguer un édit de tolérance, l'édit de Nantes, en 1598. Alors, c'est l'objet du dossier page 170-171. En plus du dossier du manuel, vous allez pouvoir vous référer au site du musée protestant dont j'ai mis le lien sur le cours aussi. Alors, vous pouvez d'ores et déjà lire l'introduction de ce PPO. Donc, en 1598, Henri IV octroie aux protestants l'édit de Nantes qui leur reconnaît la liberté de conscience, créant un régime de tolérance religieuse. Et puis, ses successeurs mènent à l'inverse une politique hostile aux protestants qui aboutit à l'édit de Fontainebleau en 1685, abolissant l'édit de Nantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre justement ces deux dates? Comment expliquer les évolutions de la politique des rois de France face aux protestants au cours du XVIIe siècle? C'est l'objet de ce dossier. Alors, il faut savoir que sur 18 millions d'habitants à ce moment-là en France, dans le Royaume de France, la population réformée, protestante donc, est estimée à peu près à 1,2 million de fidèles. Alors, à la mort d'Henri IV en 1610, donc Henri IV s'est fait aussi assassiner, les relations entre le roi et les protestants se détériorent. Les libertés accordées aux protestants sont progressivement restreintes jusqu'à l'avènement de Louis XIV et sa décision de révoquer l'édit de Nantes. Donc, comment est-ce que, en fait, ces relations entre le pouvoir royal, les protestants, ont influencé la construction de l'État? Parce que c'est l'objet aussi de notre cours, c'est la question du chapitre. Et comment ces relations entre pouvoir royal et protestant ont aussi influencé enfin, quelque part, joué un rôle dans le renforcement de l'autorité royale en France dans ce siècle-là, entre 1598 et 1685. Alors, les questions portaient donc sur d'abord les documents 1 et 2 qu'ont obtenu les protestants par l'édit de Nantes. Donc, on est en 1598. Que fait Henri IV? Qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il octroie aux protestants?
sachant que lui-même n'est plus protestant, mais il l'a été et qu'il a pour but quand même de rétablir la paix religieuse, la tolérance, même si la tolérance, à ce moment-là, ça a une définition qui n'est pas celle d'aujourd'hui non plus. Vous avez le vocabulaire en bas de la page 170 qui explique que à ce moment-là, le mot tolérance ne renvoie pas à l'acceptation de la différence religieuse, mais à la nécessité de le faire pour des raisons d'ordre public. C'est un petit peu compliqué comme ça à saisir, mais on est bien d'accord que les catholiques et les protestants ne se tolèrent pas eux-mêmes, mais bon, acceptent l'idée qu'ils sont obligés de vivre ensemble pour pouvoir continuer à vivre sereinement pour éviter les guerres. En fait. Alors, par l'édit de Nantes, les protestants obtiennent une reconnaissance officielle de leur existence et de leur culte. L'édit de Nantes leur garantit la liberté de conscience, le respect de culte, l'égalité en matière d'éducation, l'égalité aussi absolue d'accès à toutes les charges publiques. Donc c'est ce que vous voyez aussi dans le document 2 qui est un extrait de l'édit de Nantes, modernisé, c'est pas du vieux français comme c'était au départ. Pourtant, la pratique du culte est limitée. Il est autorisé seulement dans certains lieux. Donc vous pouvez lire dans le texte où il était par eux établi et fait publiquement, ça veut dire où ils étaient déjà implantés. Ils n'ont pas le droit d'aller s'implanter ailleurs, donc ils n'ont pas le droit de s'étendre. Il est interdit là où il n'était pas explicitement autorisé, par exemple à la Cour, à Paris, et à moins de 5 lieues de la capitale. Donc l'expansion du protestantisme est interdite. L'édit de Nantes accorde aussi aux protestants des places fortes. Alors c'est ce qu'on voit sur le document 1, des places de sûreté destinées à servir de refuge en cas d'attaque. Henri IV pensait surtout au risque d'attaque venant d'Espagne. Mais en 1610, donc Henri IV est assassiné par Ravaillac. Ravaillac, c'est un fanatique catholique, donc on n'en sort pas vraiment des questions religieuses à ce moment-là, et les protestants perdent leur protecteur. Alors, document 3 maintenant, sur la question 2, quelle était la politique de Louis XIII face aux protestants, à l'égard des protestants. Donc, Louis XIII, c'est le successeur d'Henri IV. Tant que les Huguenots auront le pied en France, le roi ne sera jamais maître en dedans. C'est ce qui est écrit dans le document 3. C'est un texte qui est écrit par Richelieu, pas Louis XIII lui-même. La monarchie, donc tendant à se renforcer vers la construction d'un pouvoir absolu, elle ne peut tolérer l'existence d'une minorité qui pourrait constituer une résistance face à l'autorité royale. C'est ce que pense donc Richelieu. Richelieu, c'est le principal ministre de Louis XIII à partir de 1624 et jusqu'à 1642. Louis XIII reprend d'ailleurs la guerre contre les protestants de manière ponctuelle, en 1627-28, pardon. Donc là, il faut regarder la chronologie. Quand l'Angleterre, ennemie de la France, se déclare protectrice des réformés français et tente une expédition maritime passant par La Rochelle, la place forte des protestants. Donc ça, c'est aussi dans le document 1. La Rochelle, c'est vraiment la place forte importante des protestants au XVIIe siècle. Richelieu organise le siège de la ville, donc qui se rend au bout d'un an. Il y a un an quand même de guerre. La ville est épuisée par la famine et ça se termine par la paix d'Alès qui accorde l'amnistie aux protestants et confirme l'édit de Nantes, mais leur enlève leur place de sûreté. Donc il y a quand même aussi une évolution. Ensuite, donc documents 4 et 5. Comment Louis XIV, donc le successeur de Louis XIII ensuite, justifie l'abrogation de l'édit de Nantes. Puisque lorsque Louis XIV accède au pouvoir, donc c'est à partir de 1643, mais il règne seul à partir de 1661, avant c'est la Régence, on en reparlera. Il restreint de plus en plus les libertés des protestants et fait fermer de nombreux lieux de culte. En 1681, donc à voir sur la chronologie et le document 1, il instaure ce qu'on appelle les dragonnades. Ce sont le fait d'accorder donc le logement forcé des soldats du roi chez les protestants avec la liberté de commettre toutes les exactions possibles. Et donc ça a abouti à une abjuration massive des protestants. C'est-à-dire que les protestants qui reçoivent des soldats armés et ayant toute liberté de faire ce qu'ils veulent chez eux se convertissent rapidement au catholicisme pour éviter donc d'être massacrés ou torturés, etc. Louis XIV révoque alors l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau en 1685 et le justifie en expliquant que l'intention d'Henri IV lors de l'octroi de l'édit de Nantes, c'était d'abord de rétablir la paix, afin de ramener à la raison les Huguenots, de faire en sorte qu'ils se convertissent au catholicisme. Donc c'est ce qu'il dit, travailler à réunir à l'Église ceux qui s'en étaient si facilement éloignés. En fait, il dit, Henri IV, il a fait ça pour que les Huguenots
prennent le temps de réfléchir et se disent comprennent en fait qu'ils s'étaient trompés. Selon Louis XIV, donc cet objectif n'a pu être atteint à cause de la mort du roi Henri IV, et puis parce que les protestants ont relancé les guerres. Enfin, donc le dernier argument concerne la conversion massive des protestants due aux dragonnades. Il dit, je cite, la plus grande partie de nos sujets de la religion prétendue réformée ont embrassé la catholique. Bah, du coup, s'il n'y a plus tellement de protestants, ça sert plus à rien d'avoir un édit qui leur donne des garanties, quoi. Ça le conduit donc à justifier la révocation, niant ainsi l'existence et les droits des protestants du royaume. Donc pour finir là-dessus, le protestantisme n'a plus le droit de citer en France et passe du coup dans la clandestinité. Beaucoup de huguenots sont obligés de partir en exil. Donc ça, on voit sur une carte qui n'est pas dans votre manuel, mais qui montre bien à quel point ça a été aussi important, l'exil des huguenots, donc notamment vers les Provinces-Unies. 65 000 qui sont partis puisqu'on avait un refuge aux Provinces-Unies important, dans les cantons suisses, en Angleterre, donc vers là où les protestants étaient déjà implantés et admis. Alors rapidement le grand B, donc la Fronde, c'est un autre épisode de contestation du pouvoir royal, un frein dans l'affirmation du pouvoir royal entre 1648 et 1653. Alors là, pour aller vite, vous pouvez visionner cette petite vidéo dont j'ai mis le lien sur le cours, plus regarder les documents pages 164-165. Alors, l'État doit faire face à des résistances à l'affirmation du pouvoir royal, d'autres résistances que les résistances religieuses, que les contestations religieuses. Cette période qu'on appelle la Fronde commence par la demande de suppression des intendants et des lettres de cachet par le Parlement de Paris. Donc, je vous avais parlé des parlements dans le Grand I qui sont déjà des instances un peu de limitation du pouvoir royal et parfois qui se font le chantre justement de la contestation politique de l'affirmation du pouvoir royal. À ce moment-là, le roi Louis XIV est trop jeune pour gouverner. Il a 5 ans à la mort de Louis XIII en 1643. Et la régence, assurée par sa mère, Anne d'Autriche, et par le cardinal Mazarin, est mise en cause par de grands nobles qui voudraient jouer un rôle politique plus important dans le royaume et qui contestent le caractère de plus en plus absolu de la monarchie. Mazarin, de ce fait, est obligé de s'exiler à 2 reprises, mais il finit par reprendre le dessus et faire arrêter un certain nombre de princes comme Condé, le grand Condé dont vous avez la biographie en face de celle de Mazarin ici. La Fronde se solde donc finalement par un retour en force des principes de la monarchie absolue à partir de 1653. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le pouvoir royal est fragile, reste fragile, même, et en particulier au moment où le roi meurt et un successeur, surtout quand il est petit, comme là, il a 5 ans, Louis XIV au départ, c'est là que justement le pouvoir royal peut être affaibli et peut être contesté beaucoup plus que bien plus tard. Mais donc, en fait, Louis XIV, il part avec ça. Hein, le début de son règne est marqué par cette période de la Fronde. Et ça le conduit ensuite, hein, quand il décide de régner seul, à prendre des dispositions vraiment importantes pour affirmer d'autant plus son pouvoir et transformer réellement la monarchie en monarchie absolue, hein, qui va atteindre son apogée sous son règne. Donc c'est ce qu'on verra dans le Grand 3 que je vous donnerai dans une autre vidéo.